Bonsoir, nouveau numéro du 7-8 politique. Chaque mois, nous revenons sur les dossiers de l'actualité avec nos invités. Je recevrai tout à l'heure le maire de Manille-les-Hameaux, le socialiste Bertrand Houillon, pour évoquer la fermeture prochaine du centre PMI de sa commune et son conflit sur ce dossier avec le conseil départemental. Une manifestation vient d'avoir lieu en ce 9 février, vous le voyez. Nous parlerons aussi du regard qu'il porte sur la situation de tension entre majorité et opposition au sein du nouveau Saint-Quentin en Yvelines, de la nouvelle agglomération. Pour le moment, j'accueille Sophie Primas, sénatrice des Yvelines, maire d'Aubergenville. Bonsoir, bienvenue. Secrétaire départementale des Républicains dans le département. Tout nouveau poste, vous venez d'être nommé à cette fonction. Un nouveau duo à la tête des Républicains dans le département, puisque David Douillet, lui, est devenu le nouveau patron, ce nouveau responsable départemental. Il succède à Valérie Pécresse. Quelle sera votre priorité ? La priorité, c'est de profiter de l'élan qui a été donné par la campagne des régionales et particulièrement ici dans les Yvelines, sous l'impulsion bien sûr de Valérie Pécresse, mais aussi de David Douillet qui était tête de liste, on va dire, yvelinoise, et qui a su générer dans les Yvelines une grande dynamique de recrutement, d'enthousiasme, de campagne, qui est exactement ce dont on a besoin pour préparer 2017. Parce que David Douillet, sa priorité, c'est renforcer le travail de terrain avec les militants. Concrètement, comment ça va se passer ? Concrètement, l'animation de ce département va se renforcer. Nous voyons tous les délégués de circonscription très fréquemment, avec un plan d'action, avec des réunions, avec des plans d'action de terrain, effectivement, et des objectifs qui sont des objectifs à la fois de recrutement, mais aussi d'animation, j'allais dire, intellectuelle du terrain par l'organisation de débats, de rencontres, pour que les Républicains soient vraiment au cœur de la vie des Français, et des Yvelinois en particulier. Comment se porte cette formation au sein du département des Yvelines, les Républicains, en termes de militants ? La page UMP aussi a été définitivement tournée ? Oui, la page UMP s'est bien tournée, puisqu'en fait, j'allais dire traditionnellement dans les Yvelines, et encore une fois sous l'impulsion de Valérie Pécresse, on était loin des conflits, loin des divergences. On a toujours un département qui a su respecter les opinions des uns et des autres, et aller dans une dynamique de réussite et de réussite de bataille électorale. Et ça nous a plutôt bien réussi. Combien de militants aujourd'hui ? Vous me posez une colle. Dans le département, je n'ai pas les derniers chiffres, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais on est en progression. Parmi les dossiers qui vont vous intéresser très rapidement dans les prochaines semaines, c'est cette élection législative partielle, parce que Valérie Pécresse, maintenant qu'elle est élue présidente de la région, elle a démissionné tout simplement de ce poste. Deuxième circonscription qui couvre Vélizy-Versailles, une partie de Versailles. Le candidat de la droite et du centre, c'est Pascal Thévenot, le maire de Vélizy. Absolument. Ça a été officialisé par l'UDI, le MoDem et donc les Républicains. Hier, tout simplement. Aujourd'hui, ce candidat a de bonnes chances de l'emporter. Cette désignation s'est aussi faite naturellement parce que Yves Vandeval, l'ancien suppléant de Valérie Pécresse, aurait bien aimé aussi se présenter. Oui, Pascal Thévenot était, j'allais dire, le candidat naturel pour nous. D'abord, c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle et loyal vis-à-vis de Valérie Pécresse. C'est quelqu'un qui a gagné une grosse bataille sur Vélizy, qui dirige évidemment une ville tout à fait importante pour le département des Yvelines. Et puis, c'est quelqu'un qui avait envie. Voilà, donc je crois que l'envie dans notre parti, ça compte aussi beaucoup. Il a le soutien de tous les maires de droite de sa circonscription. Et ce n'est pas rien d'avoir l'assentiment de tous les élus de terrain, puisque c'est aussi beaucoup eux qui font une élection. Et donc, c'était tout à fait quelqu'un de naturel pour remplacer, pour succéder à Valérie. Et par rapport à l'ancien suppléant, Yves Vandeval ? Yves Vandeval a été suppléant de Valérie Pécresse. Il est aujourd'hui au conseil départemental. Il est président d'un parc naturel régional. Je crois qu'il n'y a pas eu de sujet. En réalité, moi, je n'ai pas entendu de sujet sur la succession de Valérie. L'élection, ce sera 13 et 20 mars. Du côté des socialistes, le nom n'est pas encore arrêté pour le candidat. En revanche, pour le Front National, ce sera Vincent Collot. C'est d'ores et déjà entériné. Je parle du Front National, justement. L'adversaire aujourd'hui pour les Républicains, c'est le Parti socialiste. C'est le Front National ? Je pense que pas uniquement dans cette élection, même au-delà aujourd'hui, parce que la question se pose du côté des Républicains. Pour moi, on ne doit pas cibler un adversaire en particulier. Je crois qu'il faut qu'on arrête de se positionner par rapport aux autres. Les Républicains sont les Républicains. Nous avons un parti, nous avons des valeurs, nous sommes en train de travailler sur des programmes avec des candidats pour les primaires qui tous font des grands livres et quand vous les lisez, en fait, vous apercevez qu'il n'y a pas énormément d'écart dans les positionnements et notamment sur les matières économiques. Donc c'est un parti qui est au travail. On doit se définir par rapport à ce qu'on est, aux valeurs qu'on défend, par rapport au programme que nous allons défendre l'année prochaine et pas tellement par rapport aux uns et aux autres. La question n'est plus de savoir si on est tellement au centre ou tellement à droite. La question,
c'est de savoir qui on est nous. Voilà. Et je pense Mais que la c'est question se pose beaucoup malgré plus tout au positif. sein des Républicains, parce qu'il y a des réunions de préparation aussi sur les différents rendez-vous politiques, et ça fait partie des différentes questions qui seront posées. Est-ce que l'adversaire, c'est le Parti socialiste? Est-ce que c'est le Front national? Comment on s'adresse aux électeurs? Là, on parle de cette élection législative partielle. Alors, c'est pas tout à fait la même circonscription, mais on reste sur Versailles, dans les 2 bureaux de vote sur le secteur de Satori, qui est un des quartiers de Versailles. Au dernier régional, le Front national est arrivé en tête. Mais je crois que ce sont des messages qu'il faut qu'on entende et qu'on essaye de comprendre les raisons pour lesquelles une partie de notre électorat et une partie de l'électorat de gauche aujourd'hui s'expriment dans un vote extrême. Mais encore une fois qu'on a compris ça, il faut qu'on apporte nos réponses à nous. Et ces réponses, elles doivent être un guide pour nos électeurs. Nous ne sommes pas contre le Front national ou contre le Parti socialiste, nous sommes les Républicains avec un programme. Et parfois, ça rejoint quelques éléments de gauche, parfois ça rejoint quelques éléments d'extrême droite, mais c'est parce que nous essayons de trouver des solutions pour la France qui en a besoin. On va profiter de votre présence aussi pour vous faire réagir en tant que sénatrice des Yvelines avec ce projet de révision constitutionnelle qui vous occupe, ainsi que tous les députés et les sénateurs actuellement, surtout cette semaine, puisque c'est à l'étude. Quel est votre positionnement là-dessus, notamment sur la question de la prolongation de l'état d'urgence? Faut-il prolonger ou non, déjà? Alors, faut-il prolonger? La question a été réglée hier au Sénat, puisque nous avons voté à la majorité, oui, il faut prolonger, puisqu'il y a effectivement un état d'urgence qu'il nécessite. Après, il y a une deuxième question qui est une question... Qui est la déchéance de la nationalité, cette fois-ci aussi? Qui est la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Voilà, et ensuite la déchéance de nationalité. Et tout ça sont des thèmes un petit peu différents. Pour l'état d'urgence, alors, pour le moment, je ne suis pas très convaincue. En fait, je pense qu'en fait, cet état d'urgence est très important dans les temps que nous vivons. Et en réalité, je pense qu'on pose mal le débat. Moi, ce qui m'a frappé quand on a voté la première période de temps d'urgence, c'est que le lendemain du vote, on avait des dizaines et des dizaines de perquisitions qui se débloquaient du jour au lendemain. Donc en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un problème en réalité d'état d'urgence ou c'est un problème de relation et de fonctionnement entre la justice et la police? Est-ce que finalement le problème n'est pas plutôt là, et est-ce qu'on règle par une question constitutionnelle une question qui est plutôt une question organisationnelle entre la justice et la police? Et moi, je préférerais que la justice soit dans le coup, parce qu'on est dans un état de droit et on doit défendre un certain nombre de valeurs individuelles, de libertés individuelles. Et je suis un peu inquiète de cette entrée de l'état d'urgence dans la Constitution. Et sur la question de la déchéance de la nationalité? Parce que là, ça divise toutes les familles politiques. Absolument. Il n'y a pas d'unanimité dans un camp ou dans un autre. Exactement, ça divise toutes les familles politiques. Écoutez, moi, je crois que la loi, aujourd'hui, permet la déchéance de nationalité. Le texte tel qu'il sort de l'Assemblée nationale ne me convient pas, parce qu'il fait des apatrides. Et ça, je ne peux pas imaginer qu'un pays comme la France puisse créer des apatrides. Donc, et je trouve qu'on fait beaucoup de bruit sur un problème qui ne va rien résoudre. C'est la seconde question que j'allais vous poser. Justement, est-ce que c'est la vraie réponse, cette question de la déchéance de la nationalité, aux difficultés que l'on peut rencontrer, la guerre contre le terrorisme? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je comprends que certains défendent la valeur symbolique de cette mesure. En réalité, on n'est pas dans le temps du symbole, on est dans le temps de l'action et de l'efficacité par rapport à une menace qui est imminente, puisqu'on a l'état d'urgence qui est la menace du terrorisme. Et je pense qu'il faut mieux légiférer. Au Sénat, nous avons fait une loi sur le terrorisme à l'initiative du président Philippe Bas. Et je pense que le gouvernement serait beaucoup plus inspiré de reprendre cette loi et de la faire passer à l'Assemblée nationale que de travailler pendant des jours et des nuits à des polémiques autour de la révision de la Constitution. Une dernière question sur l'actualité nationale. Votre candidat pour les primaires au sein des Républicains, puisque ce sera en 2016 que les militants adhérents vont devoir se prononcer? Alors, en tant que secrétaire départementale, je voudrais dire d'abord que je veillerai à la neutralité, évidemment, de la campagne. Je m'assurerai avec David Douillet que tous les candidats vont pouvoir s'exprimer dans le respect des uns et des autres dans notre département. Moi, j'ai choisi depuis longtemps, puisque je m'étais positionnée en 2013 en faveur de François Fillon. Je n'ai pas changé aujourd'hui mon fusil d'épaule, mais je respecte tous les autres candidats et surtout, quand il sera choisi, je choisirai de suivre celui qui sera élu. Élection 20 novembre et 27 Absolument. novembre si le second tour est nécessaire. Toute dernière question cette fois-ci. En début de semaine, s'est tenu le bureau politique des Républicains sur la nomination justement des responsables départementaux. On a pu lire dans la presse qu'Henri Guénaud était plutôt en colère.
au moment de l'annonce de votre nomination? Voilà, je pense qu'il était Henri Guénaud, député des Yvelines aussi. Oui, bien sûr, Henri Guénaud, député des Yvelines. Je pense qu'il était un petit peu en colère parce qu'on ne l'avait pas consulté, ce que nous aurions probablement dû faire. Aujourd'hui, tout va bien. Mais aujourd'hui, tout va bien. Enfin, c'était pas du tout contre moi, c'était plutôt contre le principe qu'on ne l'ait pas appelé, ce qui peut se comprendre. Merci Sophie Primas, sénatrice Les Républicains et nouvelle secrétaire départementale donc du parti. Merci à vous. Merci. Dans un instant, le maire de Manille-les-Hameaux viendra donc sur le plateau. Pour le moment, retour sur le rapprochement des Yvelines avec les Hauts-de-Seine. Les deux départements viennent d'officialiser la mise en place d'un établissement public conjoint, une première en France, qui annonce à plus ou moins court terme la mise en place de la fusion. Explication William L. C'est un premier pas vers un rapprochement des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Le 5 février, les conseils départementaux des deux territoires ont voté pour la création d'un établissement public de coopération interdépartementale situé à Vélizy-Villacoublay. Une structure qui, selon les deux présidents, devrait permettre des économies. Il n'y a personne d'embauché pour cela. Ce sont nos services qui, conjointement, travaillent ensemble à la fusion progressive. Par exemple, pour la voirie, nous allons mettre ensemble notre parc d'engins tout de suite. C'est-à-dire que, évidemment, les Yvelines comme les Hauts-de-Seine puissent se servir des engins qui appartiennent aux deux départements. Un rapprochement vu d'un mauvais œil par le syndicat CGT qui craint une dégradation des conditions de travail et d'éventuelles suppressions de postes. Bien entendu, notre fusion ne va pas créer d'emplois. Mais après, il ne va pas y avoir de disparition brutale d'emplois. On va tout simplement faire ce qu'on a déjà commencé à faire, mais à une autre échelle, c'est ne pas renouveler les contrats, ne pas renouveler tous les départs en retraite, etc., etc. Si on veut pouvoir un jour faire baisser les impôts, il faut qu'il y ait moins de fonctionnaires. Également abordé le rapprochement de la SEM 92 et Yvelines Aménagement, une fusion des sociétés mixtes de développement prévue pour la fin de l'année 2016 qui nécessitera l'accord des collectivités territoriales actionnaires. Un plan qui s'inscrit dans un éventuel projet de fusion des deux départements. Invité à présent, Bertrand Houillon, bonsoir. Bonsoir. Le maire de Manille-les-Hameaux, maire socialiste. Votre sentiment sur ce rapprochement des deux départements, Hauts-de-Seine et département des Yvelines? Deux réactions là-dessus. Il y a encore quelques mois de ça, lorsqu'on parlait des nouvelles intercommunalités à créer, je proposais la création d'une intercommunalité qui débordait le département des Yvelines et qui allait du côté de l'Essonne avec l'OIN de Paris-Saclay. C'était refusé par le président du conseil départemental. Et deuxième réaction, c'est que ce projet qu'ils inventent est fait derrière le dos à la fois des communes, des élus comme moi, et aussi surtout des habitants, puisque personne n'est informé, personne n'est consulté sur ce rapprochement qui est juste la volonté entre peut-être deux personnes. Pourquoi pas, mais en tout cas que tout le monde en parle. C'est un sujet assez important. Est-ce que le département des Yvelines doit être fusionné avec le département des Hauts-de-Seine? Pourquoi pas avec un autre département dans ce cas-là? Et puis, que deviennent les compétences directes d'un département comme le département des Yvelines? Que devient l'aménagement au niveau d'un département comme le département des Yvelines qui est à la fois urbain et rural, que deviennent les services de proximité dans les domaines de l'action sociale, de la santé, qui sont les compétences directes d'un département. Là, on voit, et puis on le voyait directement dans le reportage, dans le sujet, le seul souhait est un souhait purement administratif, de réduction de l'emploi, sauf que derrière, ce qui est oublié, c'est que derrière ces réductions d'emploi, il y a des réductions de services publics, et les fonctions même d'un département, c'est un service public de proximité auprès des habitants. Le conseil départemental, avec qui vous êtes aussi en conflit sur ce dossier de centre de protection maternelle et infantile, il devrait fermer ses portes ce mercredi 10 février, définitivement, à la faveur d'un plan de réorganisation, là aussi, qui touche tout le département. Les PMI sont ces centres qui sont gérés par les conseils départementaux en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans. Vous l'avez découvert quand, cette fermeture? Parce que ça vous a plutôt surpris.
Forcément, ça surprend, puisqu'on avait des discussions, en tout cas on a eu une discussion avec le conseil départemental en juillet l'année dernière, c'était le 6 juillet, on avait été convoqué au département à ce sujet, on avait expliqué la complexité d'une fermeture pour Magny-les-Hameaux, du fait de l'éloignement de Magny-les-Hameaux par rapport à d'autres centres éventuels, donc de la complexité pour les habitants pour pouvoir y aller en transport en commun, plus d'1h10 pour venir sur Montigny-le-Bretonneux avec les poussettes, etc. À un moment donné, ça paraît un petit peu compliqué. Un service à Magny-les-Hameaux sur 2 permanences qui sont remplies, donc qui sont vraiment utiles, qui répondent à un vrai besoin, un vrai service de proximité. On a eu ces discussions. A priori, ça semblait ne plus être dans la liste des fermetures. On attendait une réponse par écrit que j'ai demandé début novembre, que je n'avais pas. Donc je m'inquiétais de tout ça. J'en ai parlé à nos conseillers départementaux qui, a priori, avaient demandé des informations au département mais n'avaient pas de retour, d'après ce que je savais. Début janvier, à mes vœux, je me suis interrogé sur ces non-réponses. J'ai reçu un courrier le 11 janvier qui me disait que ça allait fermer. Sans date, sans rien. J'allais demander une réunion avec le président du conseil départemental pour pouvoir m'exprimer de nouveau sur ce sujet, expliquer les raisons de mon désaccord par rapport à ça, et puis surtout pour trouver les solutions pour pérenniser ce service de proximité auprès des habitants, surtout par rapport aux discussions qu'on avait pu avoir avec les services du département. Et puis finalement, je m'aperçois, parce que ça parle dans une commune comme Magny-les-Hameaux, et puis on a fini par savoir que la fermeture doit avoir lieu demain. Voilà, comme ça, c'est-à-dire demain, le mercredi, derrière... on a vu des images d'ailleurs, on tournait mardi matin de cette mobilisation et vous avez appris donc cette fermeture d'un délai assez tard, mais la Verrière, par exemple, Guyancourt aussi, il y a eu une forte mobilisation dès le début. Parce que dès le début, on leur disait, voilà, ce centre fermera. De notre côté, dans les discussions qu'on a eues avec cette collectivité qui est partenaire de la commune de Magny-les-Hameaux, la PMI est accueillie dans des locaux de la ville, dans les discussions, il n'y avait pas de souhait de fermeture directe de la PMI, et il y avait une volonté que nous, on a compris, de discussion avec la ville pour trouver les moyens de pérenniser le service. Vous dit, autant pas se mobiliser tout de suite, on va attendre, on va discuter, on verra ensuite. On a, nous... fait le jeu de la confiance avec le département pour pouvoir travailler sur un service de santé pour les familles et les enfants nécessaires et voir toutes les solutions possibles pour pouvoir pérenniser un service de proximité. Je vous le disais, en juillet, nous avions un rendez-vous. On a également rencontré des services du département, c'était en octobre, qui nous disaient même qu'a priori, il n'y avait pas d'informations sur une fermeture de la PMI pour Magny-les-Hameaux. Mais aujourd'hui, c'est acté, mercredi, la PMI sera fermée ? Je ne sais même pas, ça. C'est ce qui nous est revenu par les différentes discussions, les différents réseaux que nous avons. Il nous a été dit, a priori, plus de prise de rendez-vous à partir du 8 février, et il faut que les services fassent leur carton pour le 10 février. Le 10 février, donc demain, dernière permanence, a priori. C'est-à-dire qu'on n'a aucune information officielle de la part du département sur quoi que ce soit, et même sur mes demandes de rendez-vous auprès du conseil départemental, auprès du président, auquel j'ai associé les 2 conseillers départementaux de mon canton, nous n'avons absolument aucune réponse. Et au-delà de ça, c'est même pas une question de courrier, c'est une question aussi d'appel téléphonique pour trouver les dates pour ce rendez-vous. Il n'y a aucune réponse, rien du tout. Oui, parce que vous l'avez souligné, il y a les 2 élus de votre canton, que ce soit Yves Vandeval ou Alexandra Rossetti, donc pour les Républicains et pour l'UDI, qui se mobilisent aussi pour obtenir au moins une PMI mobile, parce qu'on va y venir, c'est ce qui se dit dans la presse. Ils proposent une PMI dans la presse. J'ai découvert un communiqué de presse des 2 conseillers départementaux. Et votre opposante aussi du au conseil canton, municipal, Aurore Berger, qui le propose. Peut-être aussi. En tout cas, j'ai découvert ça dans la presse. C'est bien. Tant mieux de se mobiliser maintenant. Ce que je constate, et il faut regarder les faits, un vote au conseil départemental en juin l'année dernière de réduction du nombre de PMI voté à la très large majorité. Il y a une personne qui n'a pas voté cette délibération, c'est M. Briot. Tout le monde a voté, donc nos conseillers départementaux également, du canton. Et puis le 2 février, au moment où nous lançons la pétition, au moment où nous apprenons justement la fermeture derrière le dos des habitants en catimini, un petit peu comme si on déménageait les outils de production d'une usine en pleine nuit pour éviter que le lendemain
lendemain les ouvriers travaillent. Au moment où on apprend ça, je découvre dans la presse un communiqué de presse de nos conseillers départementaux qui explique qu'en effet, c'est peut-être pas une bonne solution de fermer la PMI de Manille-les-Hameaux du fait de l'éloignement géographique. Votre demande aujourd'hui, c'est de la laisser ouverte telle quelle ou aujourd'hui, pourquoi pas cette mes PMI demandes mobile? sont simples. La première, c'est que ça ne ferme pas, déjà, et que la deuxième, on discute. C'est-à-dire que le département discute avec la ville sur les meilleures solutions pour pérenniser le service au niveau des habitants. Certains évoquent une unité mobile, c'est ce qu'il se faisait il y a une trentaine d'années à peu près. C'est un véhicule qui va de ville en ville pour stationner, un peu comme le bibliobus que nous avons à Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui, on a des locaux qui sont disponibles, qui sont mis à disposition du conseil départemental pour 2 après-midi par semaine. Moi, ces locaux, ils restent à disposition. Donc, pourquoi prendre un véhicule, et que ça reste, etc. Ça reste tel quel. Autant faire cette unité mobile, finalement, et qui pourrait permettre même d'aller dans les locaux qui sont à Chevreuse, pourquoi pas, puisqu'ils ont fermé cette PMI aussi, pour pouvoir aller faire une permanence également, et ainsi de suite. Finalement, l'unité mobile... que ce soit, enfin, le véhicule ne sert pas à grand-chose, puisque de toute façon, on a les locaux. Mais tout ça, surtout qu'on en discute, et qu'on évite d'être irrespectueux vis-à-vis des élus que nous sommes et vis-à-vis des habitants, puisque l'objectif, l'objet même d'un département, c'est le service aux habitants dans les compétences qui sont les siennes, l'action sociale, la santé, et ils doivent les maintenir. Voilà pour le dossier de la PMI. On va juste prendre 2 minutes avant de conclure cette émission pour évoquer les rapports avec l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, l'arrivée des nouvelles communes, 5 nouvelles communes qui s'est concrétisée au 1er janvier. Vous l'avez suivi, il y a des tensions entre la gauche, entre la droite, pour schématiser un petit peu les choses, notamment parce que les élus de l'opposition n'ont pas obtenu de vice-présidence, tout simplement. Aujourd'hui, où en sont les rapports avec la majorité de Saint-Quentin en Yvelines? C'est pas tout simplement parce que des élus de l'opposition n'auraient pas obtenu de vice-présidence. Si vous aviez obtenu les vice-présidences, vous auriez sans doute siégé. C'est pas une question d'élus d'opposition. Attention, établissement public de coopération intercommunale, c'est une coopération entre les communes. À partir du moment où des communes ne peuvent pas travailler complètement et être aux responsabilités complètement, et notamment travailler dans l'exécutif et mettre la main à la pâte, en quelque sorte, dans ce cas-là, il n'y a plus d'intercommunalité, il n'y a plus de coopération intercommunale. Et ce n'est pas uniquement un rapport, comme vous le semblez le dire, gauche-droite, etc. C'est une question, quelles communes, aujourd'hui, ont droit à travailler avec l'ensemble des communes. Et en n'ayant pas de vice-présidence, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir travailler ? Il y a 4 communes qui n'ont pas l'autorisation de travailler avec l'ensemble des communes pour pouvoir définir ce nouveau projet de territoire que nous devons mettre en place, puisqu'il faut qu'on apprenne à travailler à 12. Nous avons beaucoup de travail, il faut le faire, et simplement aujourd'hui, ce travail ne se fait pas à 12, pour moi, il se fait à 12 moins 4. Donc moins ces 4 communes, Manille-les-Hameaux, Trappes, La Verrière et Guyancourt qui ne siègent pas, en tout cas en tant que vice-président. La suite justement des rapports, comment ça va se passer? Moi, je continue toujours, je continue d'appeler à la raison. Vous ne siégez pas? Parce qu'on sait que le maire de La Verrière a fait passer un communiqué où il expliquait qu'il ne voulait plus être présent en tant que maire, justement parce qu'il n'y avait plus de confiance avec la majorité aujourd'hui. Ouais, je continue d'appeler à la raison. Une commune comme Manille-les-Hameaux, je le répète, c'est une commune de lien entre les territoires. C'est une commune qui fait le lien avec le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, dont nous faisons partie, une commune qui fait le lien avec l'opération d'intérêt national Paris-Saclay, dont nous faisons partie, qui fait le lien avec Saint-Quentin en Yvelines, dont nous faisons partie. Si une commune comme Manille-les-Hameaux disait « non, nous, l'intercommunalité, on n'en veut pas », par rapport à tout le travail qu'on fait en intercommunalité avec tous nos voisins, ça serait le comble. Donc aujourd'hui, vous voulez que ça soit revu, refait, que le vice-président soit réattribué? En tant que maire, je demande à ce que l'ensemble des territoires de l'intercommunalité, de la coopération intercommunale au niveau de Saint-Quentin en Yvelines soit pris en compte et puisse travailler sereinement avec tout le monde pour construire ce projet de territoire qui est l'essentiel, parce que le cœur des choses, encore une fois, c'est le service aux habitants. Et il ne faut pas l'oublier, quelle que soit la diversité des opinions politiques de telle ou telle, au-delà de ça. Merci Bertrand Huon d'être venu sur ce plateau, maire de Manille-les-Hameaux. C'est la fin de ce 7-8 politique. La semaine prochaine, retour du 7-8 société. Les programmes se poursuivent sur TV Fil.